Merci à tous et bonjour. Monsieur le Président Finistrosa, je salue également Anne Caron-Déglise qui est avec nous aujourd'hui et qui va faire l'objet de discussions tout au long de la journée. Pas elle, hein, mais son excellent rapport. Je salue la directrice générale de l'UNAV qui met le neveu. Je salue l'ensemble d'entre vous. Je salue cet accueil musical et original. Je viens vous rendre compte, au fond, un an après le discours de la garde des Sceaux aux Assises nationales de la protection juridique des majeurs, je viens vous rendre compte de ce qui a été fait par le ministère de la Justice depuis cette date-là. À cette date, la garde des Sceaux avait annoncé une réflexion sur l'exercice des droits fondamentaux des majeurs protégés. Plusieurs décisions ont été prises depuis. La première, vous l'avez peut-être vu, c'est l'adoption au Conseil des ministres le 20 avril dernier d'un projet de loi de programmation de la justice qui comprend un important volet sur les majeurs protégés. J'y reviendrai. Ce fut ensuite la mise en place de ce groupe de travail, piloté par Anne Caron-Déglise, un groupe de travail interministériel, pluridisciplinaire, et dans lequel l'ensemble des parties prenantes ont été représentées. Et je dois saluer la participation extrêmement active et positive de votre fédération, et notamment de son président, à ce groupe de travail. Un planning extrêmement serré, vous l'avez peut-être vu, des thèmes très denses, une discussion qui a été libre, ouverte, longue chaque fois, et va venir, j'y reviendrai, la prise en compte par la voie d'amendement dans la loi de programmation de la justice de plusieurs propositions du rapport. Plusieurs propositions du rapport et, je le dis d'emblée, car cela a été arbitré, l'ouverture du droit de vote à tous les majeurs protégés conformément aux engagements du président de la République lui-même, qui s'est donc penché expressément sur ce sujet. Un rapport remis le vendredi 21 septembre, 104 propositions, je ne les regarderai pas toutes, une feuille de route. Un mot de calendrier politique. La loi de programmation de la justice commence son examen au Sénat en séance le 9 octobre et sera à l'Assemblée nationale fin novembre. Nous sommes en procédure accélérée, ce qui veut dire qu'elle sera publiée au plus tard, au premier trimestre 2019. On est donc dans le vif du sujet, avec des mesures qui, oui, concernent également les mandataires. Alors, cette loi de programmation, je vais en dire un mot, elle a anticipé certaines recommandations du groupe de travail en allégeant le contrôle a priori du juge. L'objectif poursuivi est de faciliter la vie des majeurs protégés en supprimant des formalités inutiles quand un tiers professionnel intervient. Vous êtes donc au premier chef concerné. Je sais la réticence qui peut exister au sein de la profession vis-à-vis de la suppression de certaines autorisations préalables du juge. Oui, il y a un enjeu de responsabilité, nous en avons parfaitement conscience. Mais c'est bien pourquoi les travaux que vous faites aujourd'hui sur la question du contrôle sont essentiels. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, la notion de contrôle interne n'est pas propre au secteur privé du tout. La notion de contrôle interne, elle existe et doit exister dans toute organisation qui comporte des risques. Et ces risques, vous les connaissez mieux que personne. Il faut s'organiser, il faut continuer à se professionnaliser pour les maîtriser. Alors, première chose, donc, des allègements sur les actes. Deuxième chose, et je sais aussi, car ça a été très débattu au sein du groupe, l'interrogation que ça peut susciter, la question de l'inventaire. Il est absolument essentiel pour le bon fonctionnement de la mesure, il est absolument essentiel pour la garantie des droits des intéressés que l'inventaire soit complet, fiable, et qu'il soit fait surtout dans des délais les plus brefs. Et donc le projet de loi y invite et impose, c'est vrai, lorsque l'inventaire n'est pas dressé dans des délais raisonnables. C'est une sanction qui est laissée à l'appréciation du juge, elle n'est pas automatique, et surtout, c'est une sanction qui permet au mandataire de faire valoir un empêchement ultime. Le mandataire qui aura fait toute diligence nécessaire ne sera évidemment pas concerné. Le rapport Anne Caron-Déglise, d'ailleurs, a une approche un petit peu plus nuancée que le projet initial du gouvernement, et nous allons regarder avec grande attention sa proposition qui consiste à distinguer les inventaires
L'urgence étant sans doute moins dans l'inventaire des biens immobiliers que dans l'inventaire des biens meubles et des objets précieux, bref, le contenu de l'appartement. Ça, c'est un autre point du rapport. Troisième point du rapport, et là aussi, je pense qu'on va être au cœur des débats du jour, le contrôle effectif des comptes de gestion, sujet qui est au cœur des critiques de la Cour des comptes. Je n'ai pas lu, en ce qui me concerne, le rapport de la Cour des comptes comme une critique particulièrement dirigée contre votre profession ou contre un acteur en particulier. Je crois qu'on a vraiment une responsabilité collective, et c'est le très grand mérite du rapport d'Anne Caron-Église d'avoir pu mettre tous les acteurs autour de la table et de conclure qu'on ne pouvait bouger qu'ensemble, et en même temps, personne n'est propriétaire de l'ensemble de la chaîne. Nous sommes tous co-responsables de ce dispositif. Alors le contrôle interne, qui est gratuit, devient le principe dans le projet de loi. Pour les plus petits patrimoines, une dispense de vérification des comptes est parfaitement adaptée. Et rien ne justifie de l'exclure lorsqu'un professionnel intervient. Donc dispense de vérification pour les plus petits patrimoines, y compris en présence de professionnels qui restent soumis au contrôle administratif des autorités décentralisées et qui restent donc astreints à l'obligation d'établir le compte annuel de gestion. Donc il s'agit bien d'une dispense de vérification et non pas d'une dispense d'établissement du compte pour le professionnel. Lorsque le patrimoine le permet, le juge pourra désigner une personne qualifiée pour procéder à ce contrôle aux frais du majeur, comme c'est déjà le cas aujourd'hui à l'article 513 du Code civil. Les conditions en sont simplement facilitées. Enfin, élargir l'habilitation familiale aux hypothèses d'assistance afin de garantir la graduation et l'individualisation des mesures dans le champ familial. Alors, une fois que j'ai présenté ces articles initiaux qui sont dans le projet de loi depuis le 20 avril, qui seront discutés dès octobre, dès le 9 octobre, nous allons porter des amendements supplémentaires dont j'ai le plaisir de vous annoncer la teneur aujourd'hui, tous inspirés du rapport d'Anne Caron-Église. La suppression des autorisations du juge pour les mariages, PACS et divorces pour faciliter l'exercice des droits fondamentaux des majeurs protégés. Le tuteur conservera la possibilité de s'opposer. Néanmoins, le principe reste bien la liberté de faire. Deuxièmement, et c'est fondamental, la suppression de l'autorisation systématique du juge en matière de santé pour simplifier la prise de décision médicale et limiter l'intervention du juge au seul cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne en charge de sa protection, y compris en cas d'acte médical grave, catégorie que la jurisprudence n'a jamais pu définir clairement. Désormais, lorsque le majeur protégé et la personne en charge de la protection seront d'accord sur les soins, y compris les plus graves, il ne sera plus besoin d'aller devant le juge. Voilà. Et le médecin n'aura plus à s'inquiéter non plus. Également, en travail interministériel, dans une rédaction qui est encore affinée, la question de ne plus se contenter d'une évaluation purement médicale. La justice, souvent, et le rapport le montre très bien, est souvent saisie sur la seule base du certificat médical circonstancié, tarifé 160 €, et rédigé avec une qualité qui peut varier selon les médecins concernés. La question qui est posée, elle est ancienne, c'est celle d'améliorer fortement la qualité de la saisine en l'éclairant d'éléments sociaux et d'éléments pluridisciplinaires, ce qui est encore trop peu souvent le cas. Faut-il aller jusqu'à créer une irrecevabilité devant le juge pour un dossier transmis par les services sociaux qui serait incomplet? Nous sommes en train d'y réfléchir. Mais l'enjeu n'est pas technique, il n'est pas technocratique. L'enjeu, et j'aurais peut-être dû commencer mon intervention par là au fond, l'enjeu c'est bien le respect des droits fondamentaux des personnes protégées. Un des grands apports du rapport d'Anne Caron-Église, mais aussi un grand souci d'inquiétude pour nous tous, c'est que la France prononce trop de mesures incapacitantes. Ces mesures sont des mesures de protection, ces mesures sont des mesures privatives de droits pour les personnes intéressées. Quand on compare avec des pays ayant la même démographie, le même vieillissement que nous, on voit qu'on prononce trop de mesures. Non seulement on prononce trop de mesures, mais on les prononce, si je puis dire,
sans mesure. C'est-à-dire ces mesures, une fois prononcées, pourraient être beaucoup plus proportionnées. La loi de 2007 a été, je crois, un apport immense, et nous en sommes tous convaincus. Nous sommes également tous convaincus de la nécessité de respecter encore mieux sa lettre et son esprit en termes de proportionnalité, subsidiarité des mesures. Mais nous sommes là, je dois le dire, et je n'hésite pas à employer le terme, face à un échec collectif. Pourquoi, alors que nous avons des professionnels engagés à tous les niveaux, vous, mais les magistrats, le personnel soignant, les familles, tout le monde est engagé, pourquoi est-ce qu'on arrive à autant de mesures privatives de liberté? Au fond, pour moi, cet excellent rapport, qui a mille vertus, mais sa vertu première est d'objectiver ce constat par des chiffres assez terribles qui sont au début du rapport et que je vous invite à regarder. Alors comment faire pour changer ça? Il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel, il s'agit par un travail en amont, peut-être, avant d'aller voir le juge, collectif qui doit mobiliser vous-même peut-être, mais en tout cas les services sociaux, les services de la puissance publique, les solidarités familiales, mieux repérer et se dire à chaque fois, à chaque personne vulnérable qu'on a en face de nous, est-ce qu'une solution d'accompagnement raisonnable, mais individualisée, pensée en amont, associant les proches, pas seulement la famille, tous les proches, ne serait-elle pas suffisante? La réponse sera non, parfois, mais souvent elle pourrait être oui. C'est un travail de longue haleine et j'avoue que ce n'est pas nécessairement des mesures législatives ou tel mot qu'on aura rajouté dans telle ou telle disposition qui amènera à ce changement culturel, mais ce changement culturel, il va falloir que nous nous y employions et le projet de loi n'est qu'une petite brique dans cette direction. En cours de discussion parlementaire, on pourra continuer à réfléchir à la simplification des requêtes en cours de mesure, et là vous êtes très directement concernés. La proposition 51 du rapport d'Anne Caron-Déglise propose d'aller plus loin que le projet de loi. Les juges d'instance y sont en tout cas favorables. Faut-il alléger les autorisations préalables du juge pour certains actes patrimoniaux? On pense aux cartes bancaires de retrait et à ce type de dispositif. Le registre des mesures de protection est une idée ambitieuse qui nécessite des moyens informatiques extrêmement importants, mais la centralisation des mesures dans un fichier unique et son accès par les professionnels permettra à la fois, je crois, le développement des mesures subsidiaires, celles qui privent moins de liberté, elles sont plus efficaces si elles sont publiques, je pense notamment au mandat de protection future, mais elle permettra aussi à des professionnels, je crois, d'exercer un contrôle plus efficace. Alors la mesure unique, qui est une des propositions phares du rapport d'Anne Caron-Déglise, doit encore être expertisée, notamment au regard des exemples étrangers et au regard de l'effort de formation à financer qu'elle engendrerait. Je sais qu'elle a suscité des interrogations, voire des débats forts au sein du groupe, mais je redirais vraiment que quel que soit le nom qu'on utilise ou les mécanismes juridiques qu'on utilise, l'horizon qui est le nôtre ne peut qu'être celui d'une diminution du nombre de mesures ou d'un ralentissement de leur accélération. Voilà. Et que c'est un changement massif des pratiques des uns et des autres auquel il va falloir réfléchir. Alors, je sais, après ce que j'ai dit sur le projet de loi de justice, l'horizon suivant, c'est la loi dépendance. Je laisserai les ministères sociaux l'évoquer ce soir. Je crois que la Direction générale de la cohésion sociale vient conclure votre événement. Agnès Buzyn portera en 2019, plutôt à la fin de l'année, je pense, un projet de loi sur la question de la dépendance. Projet de loi dont le nom n'est pas et le contenu ne sont pas du tout arbitrés. C'est dans cet horizon-là que nous allons réfléchir à d'éventuelles mesures supplémentaires. Je sais
Et au ministère de la Justice, nous savons à quel point la question du statut et de l'organisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs taraude, dans un contexte de faibles ressources de la puissance publique, mais également d'une convention collective qui ne satisfait personne. Je ne fais pas d'annonce aujourd'hui, Monsieur le Président Finistrosa, et je sais que je risque de recevoir des tomates pour ça, mais je tenais à dire que la puissance publique, et tout ça va être discuté dans l'année qui vient en vue de la loi de dépendance, la puissance publique a une feuille de route délicate. La puissance publique doit au fond réconcilier sa propre schizophrénie. Oui, schizophrénie. C'est-à-dire que la puissance publique, d'un côté, à la fois pour les raisons évoquées par Anne Caron-Église, la meilleure protection des droits des personnes et de leur capacité juridique, aussi pour des raisons de moyens qu'on connaît, doit assumer une forme de déjudiciarisation. Je sais que le mot peut provoquer, mais la puissance publique est garante des droits des personnes protégées, c'est-à-dire qu'une fois que la mesure est prononcée, et Dieu sait que des mesures seront encore prononcées, le contrôle effectif de la mesure est fondamental. Et pour ce contrôle, c'est vers vous que la puissance publique se tourne. Et la puissance publique doit devoir réconcilier ces deux demandes. Vous demandez plus, et en même temps consacrer moins de moyens. Je ne suis pas certain que ce soit totalement conciliable. Si quelqu'un des ministères sociaux est là, je vais aussi recevoir des tomates. Mais en tout cas, soyez assurés que la garde des Sceaux, qui porte un intérêt politique, mais également personnel à ce sujet, et qui a poussé tous les exercices récents dont je vous ai parlé, le rapport Anne Caron-Église et la loi de programmation de la justice, que la garde des Sceaux va être extrêmement vigilante à cette question dans les mois qui viennent. Donc je voulais, en conclusion, et en permettant au président Finistrosa de rattraper ainsi tout le retard que nous avions acquis au début de la séance, vous remercier pour votre travail au quotidien, mais aussi pour un impact très important que vous avez eu, vous, indirectement, mais très clairement, sur la justice. Il y a 6 mois, elle a imprimé le juge. L'instance, vous le savez, vous les connaissez a priori, c'est le juge des majeurs protégés en France. Au contraire, survivre avec un socle de protection réaffirmé, autour des tutelles bien sûr, mais également de ses compétences habituelles, le surendettement, le crédit conso, l'expulsion locative, bref, le droit des plus fragiles d'entre nous. Et la survie d'un juge statutaire n'est pas qu'une question technique ou une question interne à la magistrature. C'est bien un choix politique qui est fait sur les priorités du gouvernement en matière de justice et le fait qu'on va conserver un juge spécialisé, formé spécialement à cet effet à chacune de ses prises de poste, un juge qui restera dans ce qui ne s'appellera plus les tribunaux d'instance, mais des chambres de proximité, mais qui seront bien localisées au même endroit, plus de 300 sur le territoire français, un juge qui reste spécialisé et donc qui sera l'interlocuteur de l'ensemble des professionnels comme aujourd'hui. Et je crois que c'est une belle victoire que l'on vous doit à tous, et la garde des Sceaux est tout à fait consciente, sa pensée ayant évolué sur ce sujet, du rôle que vous avez joué dedans. Je voulais juste en conclusion vous réaffirmer le soutien et la confiance de la garde des Sceaux, qui porte un regard ami sur votre profession et qui sera heureuse de continuer à travailler dans les mois qui viennent pour améliorer sa situation. Merci beaucoup.